السادة المشاهدين مساء الخير. أهلا وسهلا بكم دائما مع التلفزيون العربي من مدينة مونتريال قناة إيسي تلفزيون. ضيوفنا اليوم من الحزب الليبرالي الكيباكي. مثل ما أنتم عارفين 3 أكتوبر هو موعد الانتخابات بالنسبة لمقاطعة كيباك. معنا مدوى نيكا كاديت المترشحة عن البارتي الليبرال دو كيباك بمنطقة بوراسا سوفي، وكذلك معنا السيدة ريتا أخوان على منطقة جوان بالبارتي الليبرال دو كيباك. كذلك سنتعرف عليهم ونتعرف عن برنامجهم الانتخابي. السادة المشاهدين، ما تنسوا لي دائما برامجنا تبث لكم على القناة التالية والأوقات كذلك التالية، وهي دائما برعاية جريدة المشرق والمغرب. وما تنسوا حفل التلفزيون العربي يوم 12 نوفمبر بمطعم السلطان. وقفة صغيرة ثم نعود معكم. سادة المشاهدين، عودة معكم مع التلفزيون العربي من مدينة مونتريال على قناة إيسي تلفزيون de Montréal. Mesdames et messieurs, de retour avec vous, avec nos invités qui sont Madame Madoua Nika Kadete du Parti libéral du Québec pour Bourassa Sauvé. Et nous avons aussi avec nous, mesdames et messieurs, Madame Rita Akhouane Gouin aussi pour le Parti libéral du Québec. Bienvenue à l'émission arabe. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, je vais commencer avec Madame Madoua. Oui. J'aime bien que vous nous parliez un peu de votre parcours, vos études, etc. D'accord. Encore une fois, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je suis contente d'avoir l'opportunité de pouvoir m'adresser à vos auditeurs. Donc, moi, je suis Madoua Nika Kadete. Je suis avocate. Je suis titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, un MBA, puis d'une maîtrise en politique publique que j'ai complétée à l'Université Georgetown aux États-Unis. Mon parcours professionnel m'a amenée à travailler à l'international. J'ai travaillé pour la Banque mondiale où je travaillais sur des indicateurs de développement des affaires pour les petites et moyennes entreprises dans 190 pays. J'ai pu, à cette occasion, voyager à Djibouti, voyager en Algérie. Dans mon rôle, j'ai également travaillé un peu à Pékin, dans un cabinet d'avocats d'affaires là-bas. Donc, c'est mon parcours professionnel. Je suis par la suite revenue ici, à Montréal, chez nous. Moi, je suis née à Montréal pour travailler dans un grand cabinet d'avocats et en politique fédérale. Mais j'ai surtout toujours été engagée. C'est un peu la raison de mon retour à Montréal. Moi, j'ai commencé à m'engager quand j'avais 18 ans à Montréal-Nord, quand Mme Lynne Beauchamp était députée de Bourassa Sauvé, députée provinciale de Bourassa Sauvé. J'ai siégé sur l'exécutif de son association locale comme conseillère jeune femme. J'ai ensuite représenté les jeunes de Montréal-Nord à la commission jeunesse du Parti libéral du Québec pendant un certain temps. Puis ensuite, je suis devenue vice-présidente, puis présidente des Jeunes libéraux du Québec. Donc, j'ai 14 ans d'implication sociale, politique, communautaire. Cet engagement-là, c'est vraiment ma fibre. C'est ce qui m'amène en politique au travers de mes expériences professionnelles comme juriste et en gouvernance d'organisations à but non lucratif. Excellent. Vous, Madame Rita? Alors, déjà, merci énormément pour l'invitation, Monsieur Tounti. Ça me fait énormément plaisir d'être ici, de m'adresser à la communauté Al-Jaliya al-Maghribi ou al-Magharibiya bikamileha. Donc, merci encore. Moi, je suis arrivée au Canada en 99 avec ma famille. J'avais 11 ans, donc ça fait 23 ans qu'on est ici. Je suis arrivée, je me considère comme étant montréalaise, québécoise, canadienne, d'origine marocaine. Et je suis hispanique de cœur parce que je danse la salsa aussi. Ah oui? Je pense que c'est important d'avoir une passion dans la vie. C'est ce qui nous garde comme ça animés
Mais vous êtes des voisins avec l'Espagne aussi. Exactement, aussi. Mila, Ousbita. Exactement, Séville, Oui. tout ça. On a quand même la même culture et le nord Bien sûr. du Maroc parle espagnol. Donc, je pense sûr. que c'est de là que vient cet amour que j'ai pour la culture hispanique. Et donc, voilà, je suis arrivée au Canada, j'ai fait mon petit parcours, comme tout le monde, processus d'intégration. Et puis, en fait, j'ai étudié en coopération et solidarité internationale. Et puis, je pense que c'est la fibre humanitaire que j'ai depuis toute jeune, de vouloir m'impliquer, de vouloir aider ma communauté. J'ai aussi vu mes parents avoir des difficultés d'intégration sur le marché du travail étant donné le manque de reconnaissance de leur diplôme. Donc, j'ai œuvré énormément avec des associations. D'ailleurs, je salue Monsef Daraji, parce que c'est avec lui que je me suis impliquée en premier avec le Congrès maghrébin au Québec. Monsef Daraji, qui est le député sortant de Néligan et qui demande un autre mandat, évidemment, avec le Parti libéral du Québec. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, la fibre humanitaire a été présente chez moi dès le départ et je me suis d'abord impliquée avec le Congrès maghrébin pour aider les nouveaux arrivants à créer un pont entre eux et la société d'accueil, qui est cette belle terre d'accueil qui est le Québec. Et ensuite, je me suis impliquée un peu plus sur le plan humanitaire avec une association qui s'appelle Pour un Maroc meilleur. Et cette association avait pour but de donner les moyens aux enfants d'accéder à la scolarité, notamment en achetant des fournitures scolaires, en faisant des opérations. On avait fait une opération qui s'appelle Opération Pécala. Et le but, c'était de ramasser des fonds pour acheter des bicyclettes aux enfants qui sont dans les régions rurales pour qu'ils puissent se déplacer, aller à l'école, parce que des fois, c'est des raisons aussi banales que ça, ne pas pouvoir se déplacer pour aller à l'école. Donc ça, c'est mon engagement sur le point de vue communautaire. Sur le plan professionnel, je suis directrice de cabinet d'avocat depuis maintenant 7 ans et ça fait 10 ans que je suis dans le domaine juridique. Donc j'ai commencé en tant que parajuriste dans un cabinet d'avocat, une boutique spécialisée en litige commercial, pour ensuite être sollicitée par un des associés pour qu'on mettre sur pied un cabinet de A à Z. Donc, ils m'ont fait confiance, 2 associés m'ont fait confiance avec ce projet-là. Et on a commencé dans le sous-sol d'une d'une maison, pour en fait ensuite se développer. Et maintenant, on est dans des super beaux locaux au Vieux-Port de Montréal. Donc, je suis très fière de ces accomplissements. Ce qui m'amène en politique, en fait, c'est toujours cette fibre humanitaire que j'ai de vouloir avoir un impact positif sur la société à laquelle j'appartiens, de vouloir m'intégrer et de vouloir participer de manière constructive à la société en tant que Québécoise venue d'ailleurs. On a le devoir, et je m'adresse aussi à la communauté aujourd'hui, à toutes les communautés culturelles, que on peut bien avoir des revendications pour défendre nos intérêts, mais ces revendications perdent du poids si on ne s'implique pas, si on n'a pas un engagement, une activité, si on ne s'engage pas en politique active ou en communautaire. Donc, je profite de l'occasion pour dire à tout le monde de s'engager et de faire valoir leur voix en allant voter, c'est le minimum. Merci, extraordinaire. Pour vous, Madame Madoua, pourquoi vous êtes sous la parapluie des libéraux? C'est quoi votre choix? Vous n'avez pas choisi. C'est pas moi. J'ai toujours été CAQ, libérale. Oh non, jamais. Parti québécois. Jamais. Je l'ai dit, ça fait 14 ans que je suis impliquée auprès du Parti libéral du Québec. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai choisi ce véhicule-là pour pouvoir m'engager. Parce que pour nous, c'est simple. Au Parti libéral du Québec, on voit grand pour le Québec. On a cette vision de rassembler l'ensemble des Québécois et cette vision d'être capable de créer des ambitions pour l'ensemble de la population. Nous, au Parti libéral du Québec, on a des valeurs qui sont très claires, des valeurs d'inclusion, je les ai nommées, des valeurs de développement, des valeurs de justice sociale, des valeurs d'attachement à notre démocratie, puis évidemment notre attachement d'appartenance au Québec et d'appartenance au Canada. Puis quand je regarde l'ensemble de ces valeurs-là, je me dis, c'est à ça que j'ai envie d'adhérer. Puis c'est pour ça que j'ai un engagement qui est renouvelé avec le Parti libéral du Québec depuis toutes ces années. Je pense que notre véhicule est le plus à propos, le plus approprié pour être capable de rassembler l'ensemble de la population. Puis quand je regarde les autres véhicules politiques, vous avez nommé donc quelques partis, je ne me reconnais pas du tout dans leurs différents projets de société. Je pense que le nôtre est le plus apte à se renouveler. On est quand même le seul parti qui existe depuis les débuts de la Confédération, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a toujours été capable de se renouveler. C'est parce qu'on a toujours été capable d'aller chercher les uns et les autres, de chercher à les unir pour créer un Québec qui nous ressemble, de créer un Québec à notre image, puis de nous assurer qu'on puisse voir grand pour ce Québec-là aussi. Rita,
Alors, écoutez, pour ma part, je pourrais vous dire copier-coller de Madoua, c'est exactement les mêmes valeurs. Le Parti libéral, je trouve, est le seul parti qui est rassembleur, qui nous fait sentir comme faisant partie de la solution et non du problème. C'est un parti qui ne divise pas. Tout le monde est le bienvenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dynamique, comme certains partis le sont en ce moment, dans valoriser une communauté au détriment d'une autre. Il y a de la place pour tout le monde dans cette société pour se développer, pour s'émanciper et pour explorer son plein potentiel. Particulièrement pour, encore une fois, je reviens sur les communautés culturelles, particulièrement pour les communautés culturelles. C'est le seul parti qui me fait sentir comme que j'apporte une valeur ajoutée à la société. Souvent, on dresse le portrait des immigrants comme des gens qu'il faut aider, c'est des assistés, c'est des gens qu'il faut prendre par la main. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tellement d'exemples de réussite. D'ailleurs, vous en avez deux aujourd'hui devant vous. Et on représente cette jeunesse qui veut s'intégrer, qui se sent québécoise et canadienne. Nous, on croit en un Québec fort au sein d'un Canada uni. On représente 2% de la société francophone en Amérique du Nord. On veut préserver cette francophonie-là. On veut préserver cette force-là qu'on a ici au sein du Canada, en Amérique du Nord, mais pas au détriment des autres communautés, comme par exemple les anglophones. Et c'est pour ça qu'on est, par exemple, contre la loi 96 parce qu'on trouve qu'elle brime les droits d'une communauté quand même importante. La communauté anglophone a fait partie du décor québécois depuis toujours. Donc, on pense qu'il faut juste laisser de la place à tout le monde. Et le seul parti, selon moi, qui pense à ces enjeux-là, qui pense à inclure tout le monde dans la solution, c'est le Parti libéral du Québec. C'est indéniable. Merci. Le recul qu'on voit actuellement du Parti libéral du Québec, un grand recul. Les sondages, on voit une marge qui est pas mal grande avec le CAQ. Actuellement, 38% des Québécois veulent voter pour le parti de la CAQ, Avenir Québec, et vous êtes actuellement à 16%. La distance, elle est trop longue. Vous êtes même proche du Solidaire Québec, Québec solidaire. C'est quoi la raison, d'après vous? Je vous dirais, puis probablement que ma collègue et moi, on va avoir des réponses similaires là-dessus. C'est pas la réponse qu'on se voit sur le terrain. Moi, quand je parle aux gens, ils ont... Je parle de vous, excuse-moi. Oui. Vous êtes dans un contexte libéral. Ils vont tous, la plupart, ils vont vous dire, c'est correct. Nous, depuis longtemps, on est libéral. Nous allons voter pour vous, Madame Madoua. Mais peut-être un peu différent pour Madame Rita. Continuez. Oui, je vous écoute. Oui. Désolée. Ben oui. Ben, premièrement, je vous dirais là-dessus que, d'une part, moi, je dois montrer à la population que moi aussi, j'adhère à ces valeurs-là, aux valeurs du Parti libéral du Québec. Puis, je pense que c'est important de ne prendre aucun électeur pour acquis. Nous assurer de toujours renouveler cet engagement-là, toujours nous assurer de gagner la confiance des électeurs. Parce qu'une élection, ça se gagne sur le terrain. Une élection, ça ne se gagne pas ni à travers les sondages, ni à travers des présomptions par rapport à comment certains électeurs vont envisager la prochaine élection, la campagne électorale. Donc, de notre côté, oui, cette réponse-là, elle est positive, mais la réponse, elle est positive parce que les gens nous écoutent. Les gens entendent ce qu'on a à dire, entendent notre message, entendent notre proposition, notre offre politique qui est inclusive et se reconnaissent à travers ce message-là. Donc, oui, donc tantôt, vous avez parlé des sondages. Bien, c'est sûr que la première chose que je vais vous dire, c'est que le vrai sondage, c'est le jour de l'élection. On est en campagne électorale et les campagnes électorales, elles comptent. Les campagnes électorales, elles comptent parce que c'est une occasion de pouvoir montrer ce qu'on a dans le ventre. C'est une occasion de pouvoir montrer notre programme, de pouvoir montrer la qualité des candidatures qu'on a à offrir aux Québécois puis aux Québécoises, puis de leur présenter ce qu'on veut faire dans les 4 prochaines années. Donc, moi, quand je suis sur le terrain, puis que ce soit, oui, dans Bourassa-Sauvé, mais même, c'est ce que j'entends là, partout là, de tous nos collègues libéraux, c'est que les gens sont à l'écoute. Les gens entendent, ils voient Mme Anglade, ils voient qu'elle est compétente, ils voient qu'elle peut devenir une excellente première ministre, une grande première ministre. Et quand ils nous voient sur le terrain, quand ils écoutent ce qu'on a à dire, les gens sont à l'écoute. Puis oui, ça comprend les gens qui ont des valeurs libérales, qui adhèrent à notre offre politique, mais ça comprend également les gens qui regardent ça avec un peu plus de distance aussi. Les gens qui sont un peu moins dans la chose politique, puis qui nous disent « Ah, bien regardez, on trouve que qu'est-ce que vous avez à dire, c'est intéressant. » Une fois qu'on vous voit, qu'on vous entend, qu'on comprend exactement ce que le Parti libéral du Québec a à offrir, ils sont
elles sont tout à fait ouvertes. Donc, moi, c'est ce que je perçois. La deuxième chose, c'est aussi, donc, quand vous parlez un petit peu donc, de ces sondages-là, ce qu'on perçoit, c'est que c'est quand même plus de 60 des Québécois qui ne veulent pas d'un gouvernement de la CAQ. C'est plus de 60 des gens, une grande majorité des Québécois qui nous disent, qui disent aux sondeurs, non, nous sommes insatisfaits du bilan de la CAQ. Quand nous regardons le bilan de la CAQ en santé, on voit que tous les indicateurs sont au rouge. Quand on regarde le bilan de la CAQ en éducation, on voit que tous les indicateurs sont au rouge. Puis ça, pour l'ensemble... C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec les GDG? Non, pas du tout. C'est pas ce que je vois. Moi, quand j'interprète ce que je vois, c'est que la grande majorité des Québécois, vous avez donné un chiffre là, de 38 %. Ça veut dire que la balance ne veulent pas d'un gouvernement de la CAQ. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est cette alternative-là. Avec ce qu'on a présenté dans les 4 dernières années, en formant l'opposition officielle du Québec, je pense qu'on a été capable de prouver la grande compétence de notre équipe, qu'on est capable de prouver les idées, les idéaux qu'on peut offrir à l'ensemble des Québécois, puis qu'on a tout ce qu'il faut pour être capable de gouverner dès le 3 octobre prochain. Rita? Alors, pour ma part, écoutez, je suis d'accord avec tout ce que ma collègue a dit. Je vais insister sur le... C'est sûr, vous allez être d'accord. Vous êtes deux libéraux devant moi. C'est sûr et certain. Mais en fait, c'est ça. Quand je l'entends parler, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Donc, je prends la peine quand même de le mentionner. Moi, je pense qu'il y a un problème avec le mode de scrutin. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que le gouvernement de la CAQ avait promis qu'il allait réformer le mode de scrutin pour que la personne qui est portée au pouvoir soit représentative de ce que la population veut. 60 % de la population qui ne veut pas d'un gouvernement de la CAQ, c'est très révélateur. Et malheureusement, François Legault n'a pas tenu sa promesse parce que là, il dit que c'est pas une priorité, les gens ne parlent pas vraiment du mode de scrutin. Moi, quand je suis sur le terrain, les gens me disent, moi, je vote pas. Je vais mettre un vote blanc, je vais m'abstenir parce que ce n'est pas, de toute façon, mon vote ne va pas être représentatif de ce que je veux et de ce que la majorité des gens veulent. Donc, c'est un problème. Et ce n'est pas vrai que les gens ne s'en préoccupent pas. Les gens veulent une réforme du mode de scrutin pour que l'élection soit plus représentative de ce que les gens veulent. Donc, le deuxième point, donc déjà, ça, c'était mon premier point. Ce qui fait que, en fait, pour conclure ce point-là, ce qui fait que pour moi, les sondages, le vrai sondage, ce sera le jour du scrutin. Les sondages, pour moi, ne sont pas représentatifs de ce que la population, elle veut. C'est sûr que ça peut être des lignes directrices durant une campagne, mais moi, personnellement, je me fie au résultat final. Le Parti libéral du Québec, sans vouloir, ce n'est pas des accusations, mais le Parti libéral du Québec a toujours été pointé par les médias, a toujours été la cible des médias, si on veut. Ce n'est pas la première fois. Ça ne nous a jamais empêché d'accéder au pouvoir. Ça ne nous a jamais empêché de faire valoir les intérêts de la population. Donc, moi, je suis très confiante que le jour du scrutin va être plus déterminant que les sondages. Le Parti libéral du Québec... moi, je trouve que c'est le seul parti qui représente les intérêts de la manière la plus juste de la population. Oui, on entend dans les médias que le Parti libéral ne va pas bien, mais moi, ce n'est pas ce que je ressens sur le terrain, honnêtement. C'est vrai que ma circonscription, donc Gouin, surtout compte tenu de mon adversaire avec qui j'ai eu un débat hier soir et que ça s'est très bien passé, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est vrai que c'est plus difficile pour les libéraux dans cette circonscription-là, mais une fois que j'attire l'attention des gens et que je leur explique mes points, que je leur explique d'où je viens avec cette idéologie et cette réflexion, mais j'ai beaucoup de réceptivité. Puis les gens me disent « Ah, ben finalement, vous êtes très sympathique, puis on a envie de voter pour vous. » Donc, comme a dit ma collègue Madoua, le travail se fait sur le terrain en allant rencontrer les gens. Il y a plusieurs personnes qui me disent sur le terrain qu'on n'a vu aucun candidat. Donc, en fait, le candidat, il change la donne. C'est juste vous qu'on voit sur le terrain. Et il y a des gens qui répondent à mes publications sur les réseaux sociaux. Ils me disent « Oh, je vous ai vu, la prochaine fois, je vais venir vous saluer. » Puis je leur dis « S'il vous plaît, venez me saluer parce que j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. » Puis c'est ça, en fait, le Parti libéral du Québec. On nous dit « Allez sur le terrain, c'est ça le vrai sondage, c'est ça la vraie réalité. » Et c'est ça qui va être représenté le 3 octobre, le jour du scrutin. Donc, moi, j'y crois. Parlons un peu d'économie, un peu de la santé. Comme vous le savez très très bien, c'est catastrophique actuellement, après la pandémie et tout. Votre Parti libéral, c'est quoi les solutions d'améliorer l'essor des Québécois?
Bien, tout d'abord, vous avez raison. Dans tous ces domaines-là. Ben oui, ben, vous parlez de santé. Vous avez raison de parler d'un bilan qui est catastrophique parce qu'on a vu, comme je l'ai mentionné, que les indicateurs sont au rouge dans ce domaine-là. La CAQ n'a pas été capable de livrer la marchandise et a détérioré la situation des Québécois. Quand on pense au nombre de Québécois qui sont en attente d'un médecin de famille, la liste a plus que doublé dans les 4 dernières années. Donc, c'est à peu près 1 million de personnes qui sont en attente d'un médecin de famille parce que leur médecin est parti à la retraite, parce que les besoins sont plus accrus. Excusez-moi, même avant, dans les années avant le 2018, c'était la même chose. Ils n'avaient pas aussi des médecins de famille mais pour tous les Québécois. Le nombre de Québécois qui étaient en attente d'un médecin de famille avait baissé quand on regarde le bilan donc des années 2014-2018, donc quand M. Couillard était à la tête du gouvernement, donc sous un gouvernement libéral, les indicateurs s'étaient améliorés dans ce niveau, dans ce domaine-là. Donc, quand on regardait le nombre de Québécois qui étaient en attente de médecin de famille, le travail qui avait été fait par le gouvernement libéral à cette époque-là, avait amélioré le sort des Québécois. Donc, aujourd'hui, on regarde les chiffres qu'on avait à l'époque, à peu près 400 000 personnes, puis voir que dans les 4 dernières années, on est passé à à peu près 900 000 personnes qui sont inscrites au guichet d'attente d'un médecin de famille. Est-ce que c'est à cause de la pandémie? C'est plus que ça. C'est évidemment, on l'a dit, donc le départ des médecins à la retraite. Oui, en partie un peu la pandémie. On peut penser également donc aux gens qui sont en attente de chirurgie, à quel point ça aussi c'était catastrophique. On s'entend il y a 2 ans, le nombre de Québécois qui attendaient une chirurgie depuis plus d'1 an, c'était à peu près 2 000 Québécois. Aujourd'hui, on est passé à un peu plus de 20 000 Québécois. Je peux comprendre qu'il y a eu une situation pandémique sur laquelle l'ensemble des partis politiques s'attelaient. Puis nous, au Parti libéral du Québec, je pense qu'on a fait preuve de grand discernement en étant extrêmement solidaires des différentes mesures en disant, nous, on écoute la science, puis on va de l'avant. Donc, on a fait notre travail à ce niveau-là. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit acceptable de se dire, en fait, de tout mettre sur le dos de la pandémie. Le gouvernement de la CAQ a quand même gouverné pendant 2 ans avant la pandémie. Donc, c'est une chose de dire, on a eu la pandémie, mais ça n'a pas représenté l'ensemble du mandat de François Legault. Donc, il y a eu des prises de décision, des prises de position tardives sur l'ensemble des dossiers. Puis, on l'a vu au niveau de la crise du logement. M. Legault a tardé à reconnaître la crise du logement et a tardé à agir à ce niveau-là. C'est simplement donc cette année qu'il y a eu certains investissements, puis on se dit trop peu, trop tard. On revient aux indicateurs en matière de santé. Donc, il a tardé à reconnaître qu'il y avait certaines difficultés dans ce secteur-là, puis on se dit trop peu, trop tard. Même chose dans le secteur d'éducation. M. Tounzi, il manquait à la rentrée scolaire 400 profs dans nos écoles. 400 professeurs dans nos écoles. On n'a jamais vu ça au Québec. Et c'est passé complètement inaperçu alors qu'on a constaté l'absence du ministre Roberge sur ce dossier-là. On a constaté l'absence du gouvernement Legault sur ce dossier-là. Et on en paie le prix. Et ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables qui en paient le prix. Ce sont les personnes qui vivent sur l'île de Montréal aussi qui en paient le prix. Je vous donne aussi l'exemple de la sécurité publique. On le voit sur l'île de Montréal, partout sur l'île, mais particulièrement dans l'est de Montréal, on vit un défi au niveau de la violence par arme à feu. Le gouvernement Legault a été complètement absent sur ce dossier-là également. Donc, on se dit encore trop peu, trop tard. Donc, c'est cette absence-là que nous, on dénonce. Et surtout, ces enjeux-là, nous avons de vraies solutions. Donc, c'est quoi les solutions? Premièrement, en matière de santé. Donc, si on reprend donc ce dossier-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un médecin de famille pour chaque Québécois. Donc, au niveau de cet enjeu-là, on aimerait donc inscrire les personnes les plus vulnérables en premier à un accès à un médecin de famille, par exemple celles qui vivent avec un handicap, les personnes aînées, celles qui vivent avec une problématique de santé mentale, par exemple. S'assurer que ces personnes-là puissent être inscrites
de façon prioritaire donc d'accéder à un médecin de famille. Ensuite, donc par exemple, donc au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, nous... Ça, on va parler avec Rita. Oui, on va diviser la tâche un peu. Parce que c'est ça aussi, parce qu'on n'en a pas parlé dans tout ça, là, au niveau de l'économie. On l'a vu, le monsieur Legault nous a dit que c'était une... je ne répéterai pas ces mots, mais que c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Que c'est une bonne affaire, la pénurie de main-d'œuvre. Et on en a tous payé le prix. On a tous payé le prix. Et on le voit, je pense que dans chacun de nos comtés, ici, on a des entrepreneurs, des gens qui nous disent tous les jours sur le terrain, Madame, j'ai de la difficulté à fournir, j'ai pas le personnel qu'il me faut pour être capable de desservir la population. Puis ça, c'est une problématique énorme également sur laquelle le gouvernement Legault a tardé à agir. C'est une avocate, hein? Très brillante. Mais on a une excellente équipe au Parti libéral du Québec. On est bien représentés aujourd'hui, je pense. Rita, parlez-nous un peu, s'il te plaît, de l'économie actuellement. L'économie, comme vous le savez très, très bien, on a plus que 3200 restaurants et cafés qui sont fermés au Québec. Le salaire minimum, c'est trop peu par rapport à cette augmentation des prix qu'on se trouve dans toutes les divers, soit alimentation, soit dans l'essence ou autre chose. Parlez-nous un peu de l'économie de votre parti. Qu'est-ce que vous comptez faire? En fait, on a plusieurs mesures pour pallier à ces questions-là. Donc, je vais parler un peu de l'inflation, du coût de la vie, des mesures qu'on entend mettre en place par rapport à ça. Je vais parler également de la pénurie de main-d'œuvre et comment nous, on veut procéder. Donc, pour la pénurie de main-d'œuvre, comme a dit ma collègue Madoua, la CAQ n'a pas voulu reconnaître cette pénurie de main-d'œuvre-là. Elle a même dit que c'était une bonne nouvelle parce que le taux de chômage était à son plus bas au Québec. C'est pas une bonne nouvelle, en fait, parce que c'est mal guider les gens, en fait, en disant ça. C'est dévier, en fait, le problème et dévier ses responsabilités. Donc, en fait, la pénurie de main-d'œuvre a forcé, justement, comme vous êtes en train de le dire, les commerçants à fermer, à mettre la clé sous la porte, et ça, c'est un problème. Donc, nous, on mise sur l'immigration, on veut accueillir plus d'immigrants. On a une charte des régions qui consiste à ce qu'on responsabilise nos régions en leur disant « Donnez-nous vos besoins. Quels sont vos besoins en matière d'immigrants pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre? Quels sont vos besoins en matière de logement? Donc, donnez-nous vos besoins. On va vous responsabiliser pour que vous puissiez nous dire ce dont vous avez besoin et nous, on s'engage à vous donner le financement adéquat pour pallier à vos besoins. » Donc, c'est en augmentant notamment le seuil de l'immigration qu'on compte faire ça. On veut aussi... En matière d'économie, on veut aider les gens, on veut leur donner de l'oxygène pour qu'ils puissent respirer. L'inflation, le coût de la vie, on le sent tous. Il n'y a pas une personne ici qui peut prétendre ne pas l'avoir senti. Donc, pour pallier au problème d'inflation et coût de la vie, nous, on veut aider toutes les catégories des personnes. On veut aider les familles en baissant les impôts d'1,5 % pour la classe moyenne. On veut retenir la TVQ, on veut suspendre la TVQ sur les produits de première nécessité, donc shampoing, brosse à dents, dentifrice. On veut également suspendre la TVQ sur le premier 4 000 $ de la facture d'Hydro-Québec. On veut également, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, justement, parce que tous ces sujets-là sont comme interreliés. On veut que chaque enfant, en ce moment-là, les enfants de 0 à 5 ans, il y en a 52 000 en liste d'attente pour accéder à une garderie. C'est un problème énorme. On n'accepterait jamais qu'un enfant qui doit rentrer à la garderie soit mis sur pas à la garderie, pardon, à la maternelle, à l'école, commencer l'école. On n'accepterait jamais que cet enfant-là soit mis en liste d'attente. C'est impossible, c'est non envisageable. Donc, c'est la même chose pour nos petits bambins, parce que qui reste à la maison avec ces bambins-là pour les garder? Ce sont souvent les mamans, ce sont souvent les femmes. Et les papas aussi, mais ce sont souvent les femmes. Et on veut que ces femmes-là reviennent sur le marché du travail pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi pour qu'elles puissent avoir les moyens de leurs ambitions aussi, retourner sur le marché du travail et s'émanciper. Donc, comme vous savez, nous, on est le seul parti qui a à sa tête une chef, donc une femme, et qui plus est racisée. Donc, moi, je vois beaucoup... Et qui est maman de 3 enfants. Et donc, moi, je me vois énormément en elle, ça m'inspire énormément. Pour revenir aux mesures qu'on prend en matière d'inflation et de coût de la vie, nous, on veut allouer un 2 000 $ par année, par aîné,
pour qu'ils puissent rester à la maison. Et ça touche également à la santé parce qu'en restant à la maison, bien, ils y vivent plus dignement. Ces aînés-là, ils peuvent se permettre des services qu'ils ne pourraient pas se permettre, comme avoir un proche aidant qui pourrait se rémunérer ou bref, c'est un moyen financier supplémentaire pour qu'ils puissent rester chez eux versus être placés en CHSLD ou en RPA. Et le problème, et aussi, je tiens à mentionner que ça aussi, on a juste survolé le sujet rapidement, mais il y a eu un drame au Québec pendant la pandémie. On a perdu nos aînés en quantité énorme, inacceptable. Donc, c'est une histoire d'horreur. Et nous, on exige qu'il y ait une enquête privée, par des enquêteurs privés qui mettent la lumière sur cette histoire de CHSLD. On veut savoir ce qui s'est passé. On veut dire aux gens, aux enfants de ces aînés qui sont décédés, qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents? Pour qu'ils puissent faire leur deuil aussi. C'est hyper important. Donc, on insiste sur ce point-là. Et comme autre mesure qu'on veut mettre, c'est pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre et également pour aider nos aînés, c'est que toutes les personnes de 65 ans et plus qui désirent rester sur le marché du travail, bien, on va leur donner un incitatif qui est d'enlever les impôts sur le premier 30 000 $ qu'ils vont faire. Donc ça, c'est une mesure qui est importante et qui va nous aider à pallier également à la pénurie de main-d'œuvre et qui va nous aider. Moi, je prends l'exemple de mon père, par exemple, qui a 72 ans et que Dieu le garde. Il ne peut pas rester à la maison. Il a la bougeotte, il faut qu'il sorte travailler, il faut qu'il sorte faire quelque chose. Donc, il y a des gens qui veulent rester sur le marché du travail et moi, ça me fait plaisir de voir ça et je l'encourage à faire ça et ça lui donne quelque chose à faire toute la journée. Il se réveiller puis avoir un purpose, comme on dit, si vous me permettez l'expression. Bien sûr. Madoua, actuellement, comme vous le savez, les jeunes adultes, ils ont beaucoup de difficultés pour faire des projets, pour financer des projets, pour acheter des maisons. C'est quoi la solution? Je pense que c'est une partie que ça a été oublié un peu pendant ces élections-là. On ne parlait pas trop de ces jeunes-là. Oui, vous avez parfaitement raison de le mentionner. On a vu, ce qu'on voit pendant cette campagne électorale-là, c'est qu'il y a beaucoup de sujets de fond dont les gens veulent entendre parler, dont on n'entend pas parler parce que le premier ministre sortant essaie de distraire la population avec certaines autres questions, comme ses déclarations sur l'immigration et la violence, par exemple. On lui donnera pas trop de visibilité sur ces enjeux-là. Mais vous avez raison de parler des projets des jeunes. Nous, on a un plan d'accès à la propriété. On a une stratégie, en fait, on a ce qu'on appelle une stratégie d'habitation qui comprend autant une stratégie d'accès à la propriété qu'une stratégie en matière de logement. Au niveau des jeunes, au niveau du logement, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'assurer qu'on puisse rénover, qu'on puisse, en fait, travailler contre les rénovictions, là, mais je parlais, en fait, de mettre à jour notre programme d'accès logis pour les étudiants puis les aînés. Donc, nous assurer qu'on ait plus d'accessibilité à ce niveau-là. En matière de logement, on veut également nous assurer de créer 50 000 logements abordables dans les 10 prochaines années. Pourquoi 50 000? Parce que c'est le chiffre qui nous arrive du milieu. Pourquoi sur 10 ans? Bien évidemment, avec la pénurie de main-d'œuvre, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qui est réaliste, ce qui va répondre à la demande, c'est d'être capable de travailler sur cette avenue-là, dans cette ligne du temps-là. On veut également s'assurer de permettre aux jeunes d'accéder à la propriété en éliminant la taxe de bienvenue. Moi, je suis devenue propriétaire dans les 3 dernières années. On le sait qu'au niveau du marché immobilier en ce moment, c'est extrêmement difficile pour les gens de ma génération et déjà les gens qui sont un petit peu plus jeunes, qui veulent également accéder à la propriété, d'être capables de sortir de chez leurs parents ou de sortir donc des différents appartements pour être capables de devenir propriétaire. La plupart, ils sont retournés chez leurs parents maintenant. Bien oui, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on se dit comment est-ce qu'on est capable de soutenir ces jeunes-là qui veulent accéder à la propriété. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on dit dans ce contexte d'inflation qui touche également le marché immobilier, dans ce contexte de coût de la vie qui augmente, l'un des moyens d'être capable de soutenir cette jeunesse-là à accéder à la propriété, c'est de dire, OK, bien, en éliminant la taxe de bienvenue, bien, ça vous donne une soupape d'échappement. Ça vous donne un petit souffle pour être en mesure là, financièrement là, de mieux accéder à ce projet-là. Merci. Donc, Goua. Oui. Vous avez M. Nadeau qui est là. C'est quoi votre programme à vous dans Goua même, lorsque vous donnez des coups de porte à porte
le monde, qu'est-ce qu'ils vous disent? Le monde, qu'est-ce qu'il leur manque à Gouin? Parlez-nous un peu de votre expérience, vu que c'est la première fois que vous êtes candidate pour une partie. Oui. En fait, j'ai été candidate pour le municipal l'an dernier, mais au provincial, effectivement, c'est la première fois que je suis candidate. Alors, dans Gouin, quand je fais mon porte-à-porte, et hier, durant le débat électoral de Gouin avec Gabriel Nadeau-Dubois et d'autres candidats, évidemment, la CAQ a brillé par son absence. Encore une fois, comme pour tous les débats... C'était le cas chez nous aussi. Oui, voilà. La CAQ refuse tous les débats et c'est vraiment déplorable parce que les débats, c'est un exercice démocratique qui donne l'opportunité aux gens d'entendre de première main qu'est-ce que les candidats ont à dire. Quand on rencontre quelqu'un en personne et que cette personne-là a l'occasion de vous expliquer son programme, bien, on crée un lien avec cette personne-là et c'est très important pour l'exercice de la démocratie. Donc, on trouve ça déplorable que la CAQ refuse d'assister à tous les débats. Donc, en fait, l'enjeu qui est ressorti toute la soirée hier, la plupart des questions étaient sur la crise du logement. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à la crise du logement. Le 1er juillet, il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées sur la rue. Et donc, moi, c'est sur ce palier-là que je compte travailler. Ce qu'il faut faire pour la crise du logement, puis je l'ai vécu aussi durant ma campagne électorale au niveau municipal, parce qu'on le sait, le niveau municipal, c'est le niveau qui est le plus proche du citoyen. C'est le niveau terrain. Donc, tous les enjeux qui touchent directement les citoyens, les parcs, l'entretien des parcs, le transport en commun, c'est des enjeux au niveau municipal, mais qui sont alimentés par le niveau provincial et par Ottawa, effectivement. Et donc, nous, pour la crise du logement, et c'est ce que je disais aux gens hier, c'est comme ma collègue, elle vient de dire, mettre du logement abordable, encourager le logement abordable, identifier les terrains qui appartiennent à l'État et transformer ces terrains-là en logements abordables. Ça, c'est sur notre plateforme et c'est un projet qu'on veut concrétiser parce que l'État a des terrains. Encore une fois, je mentionne le terrain de Blue Bonnets. Moi, quand j'ai été candidate au municipal, il y avait un enjeu sur ce terrain-là qui est un énorme terrain qui a un potentiel de 7000 logements sociaux au moins. Et ce terrain-là, ce projet-là est bloqué en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est bloqué? Il faut travailler en concertation avec le niveau municipal, s'asseoir, réunir tous les éléments clés autour d'une table et trouver une solution sans condescendance entre les paliers. On va parler en bref pour l'immigration. Oui. Comme vous le savez très très bien, plus qu'1 million de manque de main-d'œuvre ici au Québec. Tout à fait. Votre parti, est-ce qu'ils sont pour augmenter, c'est-à-dire 70 000, 80 000 immigrants par année, oui. Tandis que le Parti québécois, je pense qu'ils ils veulent baisser à 35 000. Oui, ils veulent baisser les seuils à 35 000, ce qui nous semble complètement irresponsable. Parlez-nous un peu d'immigration. Oui, puis ma collègue l'a effleuré un petit peu notre position tout à l'heure. Nous, de notre côté, je viens de le mentionner, nous, on pense que c'est complètement irresponsable de tenter de baisser nos seuils d'immigration, comme veut le faire le Parti québécois à 35 000 par année, comme tente de le faire la CAQ également. La CAQ, en 2018, nous a dit en prendre moins, mais en prendre soin. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on en a tout simplement pris moins, mais on n'en a pas pris soin. On a également vu à quel point, et puis vous en parlez dans votre question, à quel point cette baisse de l'immigration a eu des impacts complètement néfastes au niveau de notre pénurie de main-d'œuvre, puis qu'on n'a pas été capable de répondre à la demande. Et nous, on l'entend de partout. Évidemment, on l'entend sur notre territoire, mais notre chef l'entend également quand elle fait sa tournée des régions. Les chambres de commerce nous en parlent, le Conseil du patronat nous en parle. On a besoin d'immigration au Québec. On a besoin de voir d'abord l'immigration comme une richesse, mais on a besoin d'être capable de la considérer pour qu'il y ait cette adéquation-là entre les personnes qui arrivent ici, qui veulent contribuer à l'économie québécoise, qui veulent contribuer à notre projet de société, comme mes parents, comme mes grands-parents l'ont fait, comme tes parents l'ont fait également, Rita. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on dit, c'est qu'on veut maintenir les seuils actuels, donc de 70 000 par année pour la prochaine année, là, parce que, bon, on l'a vu, M. Legault, il en a pris moins, puis après ça, c'était tellement catastrophique comme approche, comme politique publique, qu'il a été obligé, là, de façon un peu brouillonne, d'augmenter les seuils à 70 000 pour cette année. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut maintenir ces seuils-là de 70 000 immigrants par année,
pour la prochaine année, puis ensuite être capable d'avoir cette relation-là, cette conversation-là avec les régions pour être capable de régionaliser notre immigration. Quand on regarde nos défis en matière de pénurie de main-d'œuvre, on sait que nos régions elles vivent ce défi-là au quotidien de façon encore plus importante de ce qu'on peut vivre ici sur l'île de Montréal. Donc, on a besoin d'avoir cette conversation-là avec les régions pour qu'elles puissent nous parler de leurs besoins en main-d'œuvre, pour qu'elles puissent nous dire, nous, voici notre capacité d'accueil, voici comment on peut faire notre part en matière d'immigration, parce que les régions nous disent, on veut pouvoir accueillir les gens issus de l'immigration pour être capable de les intégrer, pour s'assurer que ceux-ci puissent participer à notre projet de société, puis nous assurer de répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, en ayant ce partenariat-là avec les régions, ça permet à celles-ci de toujours être de prendre part à l'expérience, de ne pas juste se faire imposer par le palais provincial un certain chiffre, mais aussi d'y arriver avec leur réalité pour qu'il y ait véritablement cette adéquation-là. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une solution qui est gagnante-gagnante. Elle est gagnante pour la personne qui arrive ici, qui a directement une proposition d'emploi puis qui est capable de s'intégrer rapidement. Puis elle est gagnante, évidemment, pour la région, pour l'entreprise, pour le Québec, on s'en entier, parce que, bon, ça répond à nos défis en matière de pénurie de main-d'œuvre, mais ça répond aussi à nos défis en matière démographique. Hein. On le sait, notre pyramide des âges, elle est inversée. On a mentionné, puis ma collègue l'a mentionné, certaines de nos autres mesures pour être capable de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, mais nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas suffisant. Évidemment qu'on a des mesures pour les travailleurs expérimentés, mais avec notre pyramide des âges, c'est juste tout simplement pas suffisant pour être capable de répondre à la question de la pénurie de main-d'œuvre. Aussi, ce qu'on dit en matière d'immigration, c'est, bon, quand on dit qu'on pense à l'immigration de façon positive, puis qu'on pense à l'immigration dans un contexte d'intégration, ça passe aussi par la francisation. Ça passe aussi par la bonification de nos programmes de francisation. On a vu des situations dernièrement qui sont complètement inacceptables. Je pense à l'entreprise Peerless qui avait un programme de francisation au milieu de travail qui a dû, pour des raisons administratives, cesser de les offrir. Pour nous, c'est un non-sens complètement. Donc, il faut qu'on puisse accompagner nos entreprises pour que cette francisation-là puisse continuer de se faire en milieu de travail. On veut aussi, quand on parle de régionalisation de l'immigration, puis s'assurer que nos régions fassent partie de la conversation en matière d'immigration, nous assurer qu'on puisse moduler également nos programmes de francisation. Nous, on ne croit pas à des projets qui soient mur à mur. On ne pense pas qu'on peut tout simplement ratisser large et dire, ben voilà, on va rendre... On va diviser le tout de façon égale dans chacune des régions. Donc, c'est ce qu'on veut faire en matière de francisation. Merci, Madoua, parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Je vais vous laisser chacun de sa part. Il parle directement avec les citoyens de son comté. Qu'est-ce qu'ils veulent lui dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire aux citoyens de sa comté? On va commencer par Rita. Alors سيداتي سادتي المشاهدين الكرام أنا اليوم جيت قدامكم باسكو خاص الجالية المغاربية بكاملها كم جي دي au départ تمشي تصوت على les intérêts على le parti qui représente les intérêts. Bon, je vais mélanger un peu français-anglais et français-arabe. Et donc, si vous voulez que vos revendications soient entendues, si vous voulez que vos intérêts soient représentés, il faut que vous alliez exercer votre droit de vote. Votez pour qui vous voulez, pour le Parti libéral du Québec, mais allez voter. Il faut qu'on puisse exercer notre droit de vote. Il faut qu'on puisse s'impliquer, il faut qu'on puisse s'engager auprès de notre société pour faire valoir les intérêts qui nous tiennent à cœur. Moi, je suis en politique parce que j'ai envie de porter votre voix à l'Assemblée nationale. J'ai envie d'avoir un impact positif sur mon environnement, d'améliorer les procédés autour de moi. On vit dans un monde qui est très agressif aujourd'hui, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Et le temps, l'heure est à la concertation, l'heure est à la discussion, l'heure est à trouver des solutions et faire avancer les causes climatiques, les causes de justice sociale, les causes justement de crise de logement, d'inflation, tous les sujets dont on a parlé. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à vous intéresser à la politique, à y mettre votre grain vous aussi et à exercer votre devoir. Rita. Et à voter Rita aussi. Très important. Madoua. Oui,
Dernier mot. Dernier mot. Deux petites minutes. Oh, dernier mot pour les gens de Bourassa-Sauvé. Gens de Bourassa-Sauvé, je vous invite à voter vrai. Je vous invite à voter pour le Parti libéral du Québec parce que c'est le seul parti qui a à cœur vos intérêts. Moi, je suis impliquée, j'ai commencé à m'impliquer dans Bourassa-Sauvé il y a 14 ans. Parce que j'ai toujours cru que la politique était le meilleur vecteur de changement. Parce que j'ai toujours cru que la politique était le meilleur moyen de nous assurer qu'on ait une société qui puisse être à notre image. J'ai envie de porter votre voix à l'Assemblée nationale du Québec pour faire valoir vos priorités, pour faire valoir vos enjeux en matière de logement, pour faire valoir vos enjeux en matière de santé, pour faire valoir vos enjeux en matière d'économie, pour être en mesure de vous rapporter plus. J'ai envie de devenir votre voix. J'ai envie d'être une députée à l'écoute. J'ai envie d'être une députée qui est présente sur le terrain auprès de vous pour qu'on continue à avoir cette conversation démocratique. Je suis persuadée que la démocratie, c'est un exercice qui se fait au quotidien et pas tout simplement aux chaque 4 ans. Et c'est exactement le mandat que je me donne. J'ai envie d'être imputable et je pense que c'est la responsabilité de chaque élu d'aller à votre rencontre. Et moi, c'est ce que je veux faire dans les 4 prochaines années. Je veux m'assurer que vous choisissiez la voie qui vous corresponde le plus. Et c'est le Parti libéral du Québec qui sera le plus apte à vous représenter à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous remercions nos invités aujourd'hui. C'est Madame Madoua Nika Cadet du Parti libéral du Québec dans Hori Bourassa et Sauvé, ainsi que Madame Rita Khouane du Parti libéral du Québec dans Gouin. Alors je vous souhaite bonne chance pour les élections prochaines. Merci pour l'invitation. Et il reste une semaine, travaillez très fort. On continue à travailler très fort. On va être sur le terrain. نواصل السادة المشاهدين مع بقية البرامج. سادة المشاهدين، وشكنا لنهاية برنامج هذا الأسبوع. نتمنى أنه قد نال أعجاب مشاهدينا في كل مكان، وتابعتوا هذا اللقاء مع كل من السيدة مدوى نيكا كاديت من البارتي ليبرال دو كيبيك عن منطقة بوراسا سوفي، وكذلك السيدة ريتا إخوان عن منطقة جوا للبارتي ليبرال دو كيبيك. كونوا ما تنسوا لابد أن يوم 3 أكتوبر القادم تطلعوا كل الجاليات العربية بدون استثناء لتقدموا صوتكم، لأنه مهم جدا صوتكم لكل المشتركين في هذه الانتخابات لمقاطعة كيبيك. إلى اللقاء، موعدنا معكم في حصة قادمة، وهذا البرنامج دائما هو برعاية جريدة المشرق والمغرب الكندا، وكذلك يبث لكم على الأوقات والقنوات التالية. إلى اللقاء، مع تحيات حمادي تونسي وكل فريق هذا البرنامج.